Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis loin de Paris en vacances, je vais quand même vous parler d'un film de et avec Clint Eastwood, sorti en 1975, La Sanction, ou The Eiger Sanction en VO, du nom d'une montagne qu'on verra dans la conclusion, quatrième long métrage réalisé par le monsieur qui s'est donné ici le rôle principal. Enfin, c'est plutôt les studios qui l'ont poussé à accepter tout cela, parce qu'il avait le vent en poupe à l'époque, forcément. Et à ses côtés, nous avons George Kennedy, que vous avez pu voir dans la trilogie Y a-t-il un flic pour, etc. Vonetta McGee, qui avait été repérée dans Le Grand Silence de Corbucci en 68. Nous avons également Jack Cassidy, Heidi Brühl, Thayer David, Gregory Walcott, qui a joué pour Ed Wood, Rainer Schöne ou encore Jean-Pierre Bernard, puisqu'il s'agit à la fin de personnages internationaux, interprétés par ces acteurs germanophones et francophones. Nous avons également Brenda Venus, qui joue une native américaine à un moment, un personnage sur lequel nous reviendrons à un moment de cette vidéo. Et d'ailleurs, si je la tourne de celle-ci, alors que normalement, quand je suis un petit peu loin de tout comme cela, je ne fais pas d'impro ciné critique, c'est que, en fait, j'ai vu un Eastwood, et à chaque fois que je vois un Eastwood, j'ai envie d'en parler. Et j'ai pas voulu attendre. Parce que ce film, il y a des choses à dire. Déjà, c'est la première réalisation du monsieur dans le domaine purement action, aventure, espionnage, à une époque où forcément les films de James Bond étaient ultra populaires, et Eastwood a failli ne jamais mettre en scène, ni même jouer dans ce film, qui était promis d'abord à Paul Newman pour le rôle principal, et la réalisation, Eastwood en fait voulait la confier à son pote et mentor Don Siegel. Mais finalement, il a tout accepté et s'est entraîné à fond dans cette œuvre-là, enfin pour être et mettre en place cette œuvre-là et être dedans, si vous me suivez, parce qu'il fait lui-même ses cascades. Et on a ici quelque part un mélange entre Mission Impossible, Eastwood étant une sorte de Tom Cruise de l'époque, et donc le côté James Bond, notamment pour son méchant assez particulier. L'histoire, elle est assez simple et un peu rocambolesque en même temps. On va suivre un professeur d'art, qui est un ancien tueur, qui travaillait pour le gouvernement, qui est retiré. Et le gars, il est hyper passionné, il a des œuvres chez lui et tout, et à un moment, on veut le sortir de sa retraite pour organiser une mission, pour qu'il exécute une sanction. C'est ça, la sanction, c'est tuer des gens. Et il va devoir tuer 2 personnes, en fait, en 2 temps. D'abord à Zurich, et après, plus tard, donc sur la montagne Eiger. Et au début, il accepte qu'une de ces 2 missions, il pense pouvoir être débarrassé derrière. Il retrouve son ancien patron, un gars étrange nommé le Dragon, qui apparaît dans une chambre rougeâtre dans le noir parce qu'il est albinos et qui en plus il a des problèmes de santé. C'est là où ça fait très James Bond. Et il est obligé d'accepter d'abord par l'envie d'obtenir une peinture de Pissarro, puis après par chantage, parce que s'il ne va pas au bout de ces 2 missions, il est dénoncé à l'IRS, l'équivalent de l'URSSAF si vous voulez aux États-Unis. Donc il va au bout. Et forcément il va rentrer un petit peu dans ce jeu d'espionnage et essayer de découvrir qui est surtout le 2e assassin parmi plusieurs alpinistes. Il va devoir intégrer cette équipe pour gravir la face nord de l'Eiger, qui est réputée très dangereuse, et trouver donc la personne à abattre. C'est pas facile. Et donc au fur et à mesure, il va rencontrer des gens, notamment un de ses anciens ennemis, et des femmes. Et là-dessus, le film est très ancré dans cette époque-là, a peut-être pas mal vieilli, justement, et il est très eastwoodien également. Mais sinon, sur le contenu global, moi j'ai apprécié dans le sens où c'est assez dynamique, c'est un peu long par contre, il faut l'avouer. Ça manque d'un certain élagage, il ne faut pas le nier là-dessus. Je crois qu'il y a eu quand même plusieurs remontages et tout. Là j'ai vu la version globale, du bout de 2 heures. Je crois qu'en France, il a été sorti dans un premier temps amputé de quelques scènes. Mais bon, ce qui est certain ici, c'est que c'est surtout du Eastwood charismatique. Et il joue là-dessus. C'est probablement un film de commande à la base, où il n'aurait peut-être pas dû être impliqué, du moins aussi pleinement. Et quitte à y être, il a tout donné. Et dans l'écriture de son protagoniste, qui s'appelle Jonathan Hemlock, il joue là-dessus. C'est un homme à femme qui sait se faire respecter et qui a ce bagou-là
que vous connaissez. Eastwood, il joue là-dessus, il sait gérer son image déjà à l'époque, et ça fonctionne, parce que si vous aimez l'acteur, vous allez adorer le film. Il y a du pur Eastwood dedans. Sur la mise en scène, il se débrouille très bien pour cette première excursion dans le domaine de l'action et de l'aventure, et on voit un petit peu à quel point il a su gérer cela très facilement. Alors certes, il y a des codes stéréotypés de l'époque, mais il y a aussi une vibe à la Indiana Jones avant l'heure. Rien que le fait qu'on ait cette scène en tant que professeur au début, où on voit qu'il est admiré par ses étudiantes, et oui, ça rappellera évidemment notre cher Indy, notamment au début des Aventuriers de l'Arche perdue. Et ça donne lieu à une première scène un peu cringe quand même, au niveau de la représentation des femmes et autres. Parce que c'est ça, le problème du film quand même, c'est qu'il est ancré dans une autre période qui n'est plus la nôtre, mais je trouve qu'à certains moments, c'est quand même bien dérangeant. Après, on connaît Eastwood, ça a toujours été quelqu'un qui franc du collier, qui s'est jamais laissé emporter par une forme de politiquement correct, loin de là. Et là, c'est vrai que les personnages féminins, quand même, c'est compliqué. Déjà, donc, cette étudiante au début qui veut à tout près séduire le prof, elle n'est pas la seule, donc jeune femme réduite par l'envie d'eux. Et hop, une petite tape aux fesses pour la renvoyer chez elle. Ouais, aujourd'hui, il se prendrait une petite forme de procès aux fesses, justement, le personnage Eastwood. C'est amusant, ou pas. Mais vous voyez, bon, tout est une question de contexte aussi. Ce n'est pas drôle, mais c'est censé être de l'humour dans le film. Bon, bref. Voilà. Et puis après, les personnages féminins qu'il va rencontrer. Alors au début, il y a quand même cet agent un peu secrète qui est déguisé en hôtesse, qui s'appelle Jemima Brown, jouée par Vonetta McGee, d'origine afro-américaine. Et on voit que Eastwood, malgré ce qu'on dit déjà à l'époque, il voulait une forme de diversité aussi dans son cinéma. Mais c'est vrai qu'elle succombe très vite au charme de l'homme, malgré son double jeu. Puis après, il y a des personnages très inutiles, surtout une, l'épouse de l'alpiniste français Montaigne, là, qui sert strictement à rien vers la fin, mais bon, peu importe. Et alors, le personnage le plus étonnant de ce film-là, c'est un peu grinçant pour deux raisons. Elle s'appelle Georges, c'est une dame qui va entraîner notre héros à gravir, pour le remettre en forme, parce que c'est pas facile ce qu'il attend. C'est là où il retrouve son pote, joué par George Kennedy, bref, tout ça. Et c'est une donc dame d'origine native américaine. L'actrice, je crois qu'elle a des origines aussi, bon, pas de souci là-dessus. Mais elle est montrée en tant que, elle aussi, sorte d'apatrice séductrice, peut-être un double jeu également. Et à un moment, dans la bouche du personnage de Hemlock, c'est quand même compliqué parce qu'il y a une réflexion sur les Indiens d'Amérique. Et il faut se rappeler que 2 ans avant, et là je suis obligé de contextualiser sur ce point-là, Eastwood avait raillé une dame donc native américaine qui avait témoigné, je crois que c'était une remise des Oscars, si je ne dis pas de bêtises, sur la faible ou mauvaise représentation de son peuple au cinéma. Une dame qui avait été menacée physiquement d'ailleurs par John Wayne et qui avait été défendue surtout par Marlon Brando. Et Eastwood lui-même était venu sur scène se moquer un peu de cette dame, et tu as l'impression que 2 ans après dans ce film, il a voulu répercuter un petit peu cette situation. Peut-être que là je surinterprète, peut-être que ce personnage était présent dans le roman, parce que oui, c'est une adaptation d'un roman, mais quand même. Voilà, donc ouais. Un petit côté John Ford chez Clint Eastwood, un peu de dualité comme ça, et il a probablement mis de l'eau dans son vin par la suite. Et en parlant de John Ford, je vais venir sur le plan visuel de ce film, qui est pour moi la réussite. Il convoque son maître, l'un de ses maîtres, avec quand même quelques scènes à la Monument Valley. À un moment, il gravit, je crois que c'est le Totem Pole, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a plus jamais été gravi depuis. Décor naturel, Eastwood lui-même effectuant ses cascades un peu à la Tom Cruise. Et Tom Cruise, on l'a déjà vu monter des montagnes, je crois que c'est dans quelle Mission Impossible on voit faire ça. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de reflet au film La Sanction, dans ce Mission Impossible, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 2. Bref. Et oui, Eastwood se donne à fond, et ça marche, parce que sur le plan visuel, beaucoup de décors extérieurs naturels, donc Monument Valley, oui, puis évidemment la face nord du Eiger, je pense qu'ils ont tourné d'autres trucs, parce que c'était compliqué sinon, ailleurs, mais ça reste quand même des montagnes, et on est sur le plan local bien servi là-dessus. Il y a très peu de scènes qui ont été faites en studio, je pense qu'il n'y a que des scènes en intérieur, il n'y en a pas énormément. Donc là-dessus, on a de l'aventure, on a de l'action, c'est bien dynamique, et on voit qu'on a du pur cinéma sur le plan visuel. C'est déjà ça qui fonctionne. Et on passera sur d'autres clichés, notamment un personnage homosexuel. J'ai failli oublier, mais le film a quand même des relents un peu homophobes par moments. Alors, sous couvert d'un humour,
Mais bon, le personnage joué par Jack Cassidy, pardon, un peu lourd, hein, notamment jusqu'au nom du chien. Mais après, à un moment, Eastwood, donc son personnage, il va jouer un livreur un peu efféminé. Et ça fait un peu cliché. Mais bon, c'est des clichés de l'époque, ça. Après, c'est un film qui est un peu bizarre et un peu bâtard sur ce plan-là. Et je dirais que donc l'Ascension, c'est clairement pas un de ses meilleurs métrages, ni sur le plan de l'acting, quoique là, quand même, il est vraiment très bien, mais surtout sur le plan de la réalisation et de ce qu'il a fait par la suite, forcément. Même parmi ces 4 premiers, je dirais que c'est le plus faible. Trop de proportions gardées, mais oui, c'est celui que j'aime le moins de ces 4 premiers. Je préfère largement Breezy, hein, précédemment évoqué sur la chaîne en compagnie de Cédric, la passion du comédien présente, que je salue s'il passe par ici, je pense qu'il passera par là. Mais voilà, l'Ascension, je vous conseille quand même, si vous êtes fan de Eastwood, c'est pas son plus connu, c'est loin d'être son plus réputé, mais il mérite quand même le visionnage, ne serait-ce que pour voir un Eastwood qui s'engage ici sur des terres qui sont un peu différentes. Mais ça prouve déjà à l'époque la grande versatilité du monsieur. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et on en débattra ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao!